Bonjour Philippe Bronstein. Je veux commencer par vous dire tout le plaisir que nous avons à vous avoir avec nous à Entretemps pour cette entrevue aujourd'hui, qui va nous permettre de revenir avec vous sur votre riche parcours d'historien qui va nous mener de la fin des années 50 et l'école française de Rome jusqu'à aujourd'hui. Entre ces deux temps, votre production intellectuelle a été très riche, foisonnante. Elle est passée par l'intérêt pour les mines argentifères entre Venise et l'Allemagne. Elle est passée par Venise elle-même et elle s'est d'ailleurs beaucoup arrêtée dans la lagune, dans le Fondaco de Venise, faisant le lien entre les Allemands et la Sérénissime. Pendant plusieurs années. Vous avez aussi porté beaucoup d'attention à l'histoire de l'intime à travers la question de la représentation de soi, à travers la question aussi de la mise à nu du corps et de l'esprit d'une certaine manière, dans certains de vos ouvrages et de vos publications. Tous ces champs d'histoire du travail, d'histoire des techniques, d'histoire sociale, d'histoire de l'économie, d'histoire de l'intimité, je le disais, vous ont emmené dans divers lieux et cependant il y a une grande cohérence aussi dans votre propos, cette cohérence qui se remarque par ce fil qui se tend justement entre les Allemands et Venise. C'est à la fois ce qui est votre premier article sur les Nurembourgeois et les Vénitiens en 1964, mais c'est aussi le titre d'un de vos derniers livres, Les Allemands à Venise, 1380-1520, que nous avons à côté de nous. Et c'est sur ce parcours que je voudrais que nous revenions sur vos recherches. Et avant cela, pour lancer cet échange, je voudrais vous poser une première question. Alors c'est une première question qui est très ouverte, peut-être un peu vertigineuse, mais elle va nous lancer sur le cours de vos recherches. Cette première question, Philippe Bronstein, c'est si on fait un point d'étape aujourd'hui, je dis un point d'étape parce que vos recherches continuent, mais si on fait un point d'étape, qu'est-ce que cela a été et qu'est-ce que c'est aujourd'hui pour vous que faire de l'histoire ? Faire de l'histoire, j'ai commencé très jeune puisque dans mon enfance, j'ai toujours dessiné. Et pour moi, la connaissance de l'histoire a commencé tout de suite par le Moyen-Âge, parce que j'étais rouennais et que je regardais des lieux que je trouvais magnifiques, avec toutes ces maisons à pans de bois, etc. Et j'essayais de vivre dans cette époque. Donc j'ai toujours dessiné des sorties d'église, dessiné, etc. Puis comme j'étais de civilisation protestante, j'avais aussi beaucoup dessiné des étapes de l'histoire sainte. Voilà. Donc pour moi, l'histoire a toujours été liée, en somme, à la représentation et au dessin. Dürer est devenu un ami personnel. Et j'ai une énorme bibliographie sur Dürer chez moi. Je l'ai regardé, je l'ai écouté, j'ai lu tout ce qu'il a écrit. Et en somme, je me suis toujours demandé, est-ce que pour moi, l'histoire, ça ne commence pas par l'histoire de l'Allemagne ? J'avais une grand-mère allemande, donc dès mon enfance, j'ai toujours entendu chanter des chants allemands. Et au fond, j'ai hésité entre l'allemand et l'histoire. Et finalement, ce sont mes maîtres, quand j'étais à l'école normale, qui m'ont poussé, en fait, à abandonner cette incertitude et à faire de l'histoire allemande. Donc ma première relation, en somme, avec l'histoire allemande, ça a été à Nuremberg, où j'avais passé un an à Munich en 1957, et j'ai découvert aux archives privées d'une grande famille nurembergeoise des relations avec Venise, toute une série de correspondances. Donc c'est à partir de ces correspondances que, au fond, mon maître de l'époque, Yves Renoir, m'a conseillé de faire de l'histoire vénitienne, mais en liaison avec le monde germanique. Donc l'histoire qui aboutit finalement à ce gros livre sur les Allemands à Venise, il est dès les origines prévu comme un fil conducteur, en effet, qui aboutit à cette somme considérable que je n'ai réalisée que dans les années 2000. Je sais plus, il parie en 2016, je crois. 2016, voilà. Tout à fait. Donc, voilà, c'est ça. Et alors, j'ai toujours été étonné
de voir qu'entre l'histoire des villes et l'histoire des campagnes, c'était les deux grands secteurs de l'histoire telle qu'on la publiait, manquait quelque chose d'essentiel qui est l'histoire du travail, l'histoire de l'entreprise. Parce qu'au fond, on parlait toujours de l'artisanat. On disait, l'artisanat, c'est pas avec les produits de l'artisanat qu'on peut concevoir l'immense quantité de marchandises, d'initiatives politiques, industrielles, etc., qui se sont produites dans toute l'Europe de cette époque du Moyen-Âge, qui m'a toujours été mon secteur principal. Hein. Et je me suis finalement surtout concentré sur la fin du Moyen-Âge, dans le XIVe et XVe siècle. Bon. Et donc, j'ai toujours essayé de comprendre comment, dans les lieux divers, ce sont toujours des entrepreneurs qui ont donné le signal. Et je me souviens et j'avais lu avec passion cette définition de l'industrie que j'ai trouvée dans l'encyclopédie par Kenney. L'industrie, c'est cette faculté de l'âme dont l'objet roule dans les opérations mécaniques qui sont le fruit de l'invention. Voilà, donc les opérations mécaniques, l'invention, et j'aime beaucoup cette faculté de l'âme. Donc Jacques Coeur était défini par Chastelain comme un personnage de haut engin, subtil d'entendement, toute chose sachant construire par labeur. Vous voyez, voilà, ce sont ces informations qui me sont très chères et qui m'ont conduit toujours à essayer de comprendre comment l'économie. Je ne suis pas un philosophe de l'histoire. Je suis passionné par les textes et par les personnes. Donc voilà, et les Allemands à Venise, c'est pas seulement une histoire d'une géopolitique, c'est vraiment l'histoire d'un certain nombre de personnes qui ont résidé à Venise, qui y ont vécu et qui y sont morts. C'est vrai que quand on vous lit, Philippe Bronstein, on est confronté tout de suite à une histoire incarnée. Ce n'est pas en effet simplement des chiffres qui se suivent, même si vous avez une maîtrise très grande de cette histoire économique, mais on vit dans le fond de Dachau avec ces individus, avec leur trajectoire. Il y a des personnages d'ailleurs qui parcourent vos textes. Je pense évidemment à Matthäus Schwarz, oui. Un banquier bourgeois d'Augsbourg, et qui revient à plusieurs occasions. On en reparlera peut-être un peu tout à l'heure, mais pour rester sur cette histoire du travail et de l'entreprise, c'était quand même pas à n'importe quel type d'artisanat que vous êtes intéressé, ce n'est pas n'importe quel terrain que vous avez exploré, ce sont des souterrains en fait que ce terrain, puisque ce qui vous a intéressé, ce sont les mines, comme je le disais, argentifères. Est-ce que vous pouvez revenir sur comment faire l'histoire de ces sous-sols à l'époque et à une époque où cela intéresse relativement peu, même s'il y a une historiographie et une archéologie en fait qui a pu s'y intéresser, du côté des textes, c'est peut-être un peu délaissé. Oui, bien sûr. Alors, en effet, quand on a commencé à travailler sur l'histoire des mines, et très nécessairement, on est obligé de faire de l'archéologie. Donc, je suis descendu dans des mines du XVIe siècle à Sainte-Marie-aux-Mines, et j'ai eu cette expérience surprenante et inquiétante d'arriver dans des lieux où s'interrompt la mine. C'est-à-dire, on voit l'endroit où le mineur a commencé à travailler, a commencé à dégager la continuation du souterrain et s'est interrompu pour une raison qu'on ignore. Et je me souviens que, incapable de revenir sur le dos à travers des souterrains pour retrouver la lumière du jour, mes amis archéologues m'avaient dit « Bon, écoute, tu restes là un moment, on reviendra te chercher. » Donc j'ai passé, disons, une bonne demi-heure dans une solitude totale, à 400 mètres sous le sol, avec une lampe sur la tête, et en me disant « J'espère qu'ils reviendront. » Mais ça, c'est une expérience très forte, et ça m'a permis de comprendre ce que c'est que le travail minier. Ce sont ces galeries dans lesquelles les gens ont travaillé, ont joué aux boules, quand ils avaient un moment de répit, ils ne pouvaient pas remonter au jour, c'était trop loin. Donc, c'est par là que j'ai commencé cette histoire des mines. Et ensuite, grâce à un ami, Patrice Beck, qui est archéologue, nous avons pendant plusieurs années travaillé, alors non pas dans les mines profondes, mais sur les mines de fer dans la forêt d'Othe. Là, les mines de fer sont à quelques mètres sous le sol, donc on a marché dans la forêt en essayant de retrouver toutes les scories qui sont les restes d'une entreprise qui date de plusieurs millénaires. Et c'est à partir des sources écrites, les sources
relative à l'histoire de la comtesse de Flandre et à ses hommes dans les forêts, que nous avons retrouvé des lieux et nous avons pensé, voilà, l'endroit est tellement précis dans les sources, on le retrouve, on va commencer à travailler, on va chercher des fours. En effet, on a trouvé des fours, mais grâce à la présence de tout petits fragments de minerais accompagnés de céramique, on est retourné non pas au XVe siècle, mais à l'époque de Charlemagne. Voilà, donc c'est cette immense durée qui fait partie aussi de cette histoire des mines et de l'entreprise industrielle. C'est quelque chose d'absolument passionnant. Et d'une collaboration entre un voilà, historien et des archéologues. Et c'est vrai que les collaborations vont toujours intéresser Philippe Bronstein, que ce soit avec Robert Delors, quand vous faites paraître en 1971 le premier livre d'une nouvelle collection au Seuil qui permet de faire un point sur l'histoire, et cette fois un point sur Venise, mais par la suite, avec beaucoup d'autres personnes, des archivistes aussi, d'autres historiens et historiennes, beaucoup d'Allemands, d'Italiens et de Français bien sûr. Dans votre livre « Les Allemands à Venise », vous décrivez, pour faire entrer le lecteur dans ce grand livre qui est le vôtre, vous décrivez une photo de groupe qui a été prise devant les Frari à Venise, près des archives. Donc un groupe d'une dizaine de personnes, un groupe dans lequel se trouve entre autres Reinhold Müller, que vous nommez votre ami de toujours, et avec lequel vous avez plusieurs fois écrit. Et en effet, ces collaborations, ces amitiés européennes semblent importantes pour vous dans votre parcours de chercheur. Et qu'est-ce que cela représente pour vous, Philippe Bronstein, d'écrire l'histoire à plusieurs mains ? C'est la confrontation sur la manière dont on lit les sources et le souci de jamais s'écarter en somme des documents que l'on a trouvés, que l'on a essayé d'expliquer et de leur donner un contexte. C'est évident que l'histoire est toujours faite de trouvailles et d'immenses plages d'inconnus, d'incertitudes. Et derrière chaque document que l'on trouve, on se demande comment l'interpréter. Et naturellement, la collaboration entre plusieurs personnes contribue beaucoup à éclaircir les propositions possibles. Donc nous sommes tout à fait tous persuadés que l'histoire n'apporte jamais des solutions définitives aux choses que nous avons trouvées, et qu'il y a toujours en effet des recherches futures qui pourront soit améliorer, soit controuver les solutions que nous avons proposées. Peut-être que dans ces collaborations, il y a aussi des lieux qui ont été marquants pour vous. C'est vrai que vous êtes à l'École française de Rome à partir de 1963, mais en 1965, vous êtes recruté dans un lieu un peu à part dans le paysage universitaire et académique français. C'est la 6e section de l'École pratique des hautes études, dirigée par Fernand Braudel, et c'est Fernand Braudel qui vient vous trouver à l'École française de Rome pour vous proposer d'entrer à la 6e section, où vous devenez par la suite directeur d'études dans cette maison qui est devenue l'École des hautes études en sciences sociales. C'est un lieu un peu à part, je le disais, dans le paysage académique français à l'époque. Qu'est-ce que ce lieu a joué comme rôle dans votre parcours académique et intellectuel, à la fois ce lieu, mais aussi les rencontres que vous y avez faites? Bien sûr. Vous avez raison de dire que c'est un lieu un peu particulier, car lorsque j'ai appris la mort de mon professeur pendant que j'étais à Venise, mon directeur de thèse Renoir, revenant à Paris, j'ai été voir l'un des 3 médiévistes qui à l'époque étaient à la Sorbonne. Il y avait 3 médiévistes à Paris, et l'un des 3, Michel Mollat, s'est déclaré prêt à reprendre le sujet de ma thèse future. Mais quand j'ai évoqué la possibilité de cette invitation que me faisait Fernand Braudel, on m'a tout de suite dit si vous étiez mon fils, je vous l'interdirais. Ce qui montre à quel point la Sorbonne, à l'époque, était un monde absolument différent de ce qu'était l'école des hautes études, qu'elle était en train de devenir sous la direction de Fernand Braudel. Donc, aller voir l'école des hautes études à cette époque, c'était entrer dans un monde tout à fait inconnu. Inconnu parce qu'on avait beau mettre sur la porte son nom en disant on attend les étudiants, ils n'en venaient pas. Comment voulez-vous que des étudiants puissent savoir qu'il y a quelqu'un qui est en train de travailler sur l'histoire du travail en Europe au XVe siècle?
Donc à cette époque, j'ai donc essayé de trouver des étudiants et j'étais à Nanterre en 67-68. Donc j'ai enseigné donc l'histoire médiévale des origines, enfin de Charlemagne au XVIe siècle à des étudiants de première année. Et ça, c'était pour moi une occasion magnifique de pouvoir rencontrer naturellement des étudiants et de leur transmettre quelque chose. J'avais besoin de transmettre. Puis au bout d'un moment, naturellement, le séminaire a commencé à fonctionner et l'école des hautes études avait cette particularité que les étudiants qui venaient interroger des enseignants pour leur demander s'ils accepteraient de diriger des travaux, ce sont des gens qui ne trouvaient pas à la Sorbonne la possibilité de travailler sur les sujets qui les intéressaient. Et l'école des hautes études a toujours été un lieu où la rencontre entre différentes disciplines permettait en somme d'accueillir des gens qui avaient soit une vision anthropomorphique, sociologique, intellectuelle, etc., sur les époques anciennes, soit de proposer eux-mêmes, en somme, de travailler sur un sujet qui leur tenait à cœur. J'ai eu dans mon séminaire un tailleur de pierre, j'ai eu des orfèvres, j'ai eu des gens qui venaient un peu de partout et qui tentaient tous d'essayer de montrer que leur travail personnel faisait partie de celui d'un séminaire entier, avec cette solidarité qui existait entre tous les membres de ce séminaire. Donc il y avait là un groupe de 20, 25, 30 personnes qui étaient toutes passionnées par ce que je leur apportais, évidemment, surtout à une époque où l'histoire allemande n'était pas tellement connue en Europe, et je pouvais profiter de ma connaissance de la langue et des institutions, etc., pour apporter des choses que beaucoup de gens ignoraient. Non seulement dans l'histoire lumière, mais toute l'histoire sociale, en somme, du XVe siècle européen. Ce que vous dites est vraiment au centre de ce qui anime notre curiosité à Entretemps quand vous parlez de cette rencontre qu'il y avait dans votre séminaire sur le travail, sur l'histoire du travail et de l'entreprise, cette rencontre entre à la fois des professionnels de l'histoire, oui, on peut dire, au sens large, à la fois des archéologues, des historiens et des historiennes, et puis des gens de métier, oui, aussi, des gens de métier, tout à fait, qui avaient le savoir et le savoir-faire du geste et de l'objet, ce qui permettait, j'imagine, de créer ces collusions. Et on sent vraiment dans vos textes cette attention portée à la pratique, au geste, oui, au regard, oui, au son, et donc à tout un environnement quotidien. On pourrait parler de paysage sonore, on pourrait parler aussi d'environnement, au sens le plus large possible, de ces métiers du travail. Et c'est vrai que c'est d'ailleurs par là que vous commencez souvent, vous disiez que le dessin vous avez toujours animé, et le rapport à l'image reste quelque chose de très important chez vous. Vous commencez votre livre « Travail et entreprise au Moyen-Âge » par décrire un tableau, et dans ce tableau, il y a des personnages qui ont des gestes et des regards différents. Et peut-être pouvez-vous nous parler de ce tableau? Oui, c'est un retable qui se trouve en Saxe. Et j'ai découvert dans ce retable deux figures. L'un, un rompeur de mine, et l'autre, une femme qui, dans une bassine, est en train de faire apparaître le minerai. Alors, le rompeur de mine, lui, il lève le bras très haut et il construit, en somme, la pyramide du minerai qui est à ses pieds en faisant disparaître les scories. Donc ça, c'est la première phase de ce travail de rompeur de mine. Il lève le bras très haut, il a un regard vague et dirigé vers nous. J'ai l'impression qu'il nous dit « Regardez, je suis en train de travailler, c'est un travail dur. » C'est celui qui m'est... J'ai écrit quelques années après un petit article qui s'appelle « La peine des hommes est-elle un objet d'histoire ?» Voilà, la peine des hommes est là au centre de cette figure. Et la jeune femme qui est à côté, elle remue du minerai dans une bassine pour essayer d'éliminer tout ce qui ne servira pas en somme à l'histoire de l'industrie. Voilà. Donc ces deux figures m'ont paru en somme tout à fait importantes pour montrer ce que c'est que la peine au travail. Voilà. Ça, c'était quelque chose d'utile pour la manière dont je conçois l'histoire, à partir des documents figurés ou naturellement écrits. Oui. Mais d'ailleurs, il y a
un objet documentaire où l'écrit et le dessin se rejoignent, où aussi un personnage qui vous a beaucoup intéressé se met en scène. C'est ce Matthäus Schwarz dont je parlais tout à l'heure. Vous avez publié chez Gallimard au début des années 90 dans la collection Album Découverte, une collection qui d'ailleurs n'existe plus malheureusement, oui. Mais qui avait cet avantage de faire voir beaucoup le passé. Un banquier mis à nu, une autobiographie en fait de ce Matthäus Schwarz. Et on est là dans un point de jonction entre plusieurs sujets qui vous animent. Alors évidemment les questions de l'histoire économique, il s'agit d'un banquier, mais aussi de l'intime. Je le disais en commençant, c'est un sujet qui vous a intéressé. Vous avez participé à l'entreprise éditoriale de Georges Duby et Philippe Ariès sur justement l'histoire de l'intimité. L'histoire de la vie privée. L'histoire de la vie privée, pardon. Et vous avez, vous, justement, écrit une partie sur l'intimité au XIVe, XVe siècle, dans lesquelles vous vous concentrez sur les questions d'émergence du sujet, de la représentation de soi. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce document que vous avez travaillé, Un banquier mis à nu, et comment cela a influencé aussi votre perception de l'intime? Oui, alors, Banquier mis à nu, c'est le titre qu'a choisi l'éditeur, qui est un petit peu provoquant. En fait, c'est un manuscrit, on en a quelques exemplaires. Celui que j'ai utilisé est probablement le plus ancien et le plus sûr. Matthäus Schwarz est un personnage assez étrange, puisque c'est un personnage qui a fait ses études supérieures, on peut dire de l'époque, à Venise. Il a appris la BAC, hein, la manière de travailler sur la comptabilité, et la langue, et donc il était parfaitement italien dans ses propos, tout en essayant de publier un traité de comptabilité à partie double qui n'a jamais paru de son vivant, car les directeurs de l'entreprise dans laquelle il travaillait, les Fugger, le l'ont interdit, car il apportait des informations très précises sur la manière dont travaillaient les Fugger. Ensuite, il est devenu en effet le comptable en chef de la firme Fugger à Augsbourg. Et parmi ses différents travaux, il y a plusieurs ouvrages qu'il a publiés. Il y en a un qui est particulièrement intéressant, qui est cette autobiographie en costume. Cette passion qu'il a pour les costumes, il l'explique dans les débuts de son livre, il l'a eu dès son enfance. Et il se fait représenter dans les premières pages de son livre, il fait le portrait de sa mère enceinte. Et il dit « J'étais là ». C'est assez extraordinaire de penser l'histoire d'un personnage qui se voit lui-même tel qu'il va devenir. Et à un moment du livre, au milieu de ces costumes éclatants qu'il raconte et dont il fait le discours tout en les faisant peindre par un de ses amis, il se présente tout nu. Et c'est peut-être la première fois qu'un homme se présente tout nu devant un peintre en lui disant « Peins-moi de dos et de face, tel que je suis ». Puis ensuite, il reprend ses costumes. Qu'est-ce que c'est que cette injonction à se représenter tout nu? À un moment donné de sa vie, il se pose la question de savoir est-ce que tout ce que je fais est absurde? Quelle est véritablement ma vie? De quoi suis-je fait? Donc c'est à la fois une question philosophique qu'il se pose, mais il la pose avec un humour, en disant simplement « Regardez comme je suis devenu gros et gras ». Ouais. En fait, c'est un personnage que j'ai trouvé toujours assez intéressant dans sa manière de se représenter lui-même. Et alors, j'ai beaucoup travaillé sur des histoires de vie, sur des autobiographies, surtout dans le monde germanique. Elles sont très connues en Italie, évidemment, à Florence, des quantités d'autobiographies ont été publiées. Les publications allemandes sont moins connues, et j'ai eu la chance de pouvoir travailler sur des publications qui ont été faites souvent au XIXe siècle, que personne n'a tellement regardé à l'époque, et qui montrent comment un personnage peut avoir eu 4 femmes dans sa vie, qui sont toutes les 3 mortes, ou 3 d'entre elles en tout cas mortes en couche, et qui à la fin de sa vie se retrouve à 60 ans avec un fils de 40 ans et 2 enfants qui ont 3 mois et 6 ans. Et en disant voilà ma vie. Et en effet, on retourne à la fois à ce lien entre l'intimité, les Allemands, Venise, qui anime votre travail. Cela, on le retrouve rassemblé dans ce livre, Les Allemands à Venise, 1380-1520, que vous publiez en 2016, qui tend tous les fils que vous avez déroulés depuis 1964 et ce premier article. Alors, ça pose une question, puisque c'est un ouvrage qui rassemble
vos productions intellectuelles, mais aussi vos pensées. Comment est-ce qu'on écrit un livre qui reprend 60 années de recherche? Oui, oui. Bah, je me suis posé en effet la question, et je l'ai souvent exposé quand on m'a demandé de parler de mon livre. J'ai dit, voilà, je porte un nom allemand, je vis en France, je suis français, et je viens travailler sur des Allemands qui eux-mêmes sont des migrants, comme on dit aujourd'hui, et qui viennent travailler dans une ville étrangère. Donc c'est ce rapport que j'ai personnellement avec ces gens qui viennent d'ailleurs et qui essayent de s'installer dans une grande ville européenne, Venise, parce qu'on y trouve du travail et que la mer a toujours été un lieu dans lequel les gens peuvent trouver à s'embarquer s'il le faut. C'est quelque chose qui m'a toujours passionné. Et alors j'ai travaillé à partir de sources qui sont les sources notariales et les sources judiciaires, et j'ai lu des milliers de testaments, en essayant de retrouver les testaments, naturellement, des Allemands qui m'intéressent le plus. À la fois des Allemands qui sont des hommes d'affaires et qui résident au Fondaco dei Tedeschi, qui est cette maison dans laquelle tous les marchands sont obligés de résider et ne peuvent travailler qu'avec des courtiers quand ils travaillent à Venise. Et puis l'ensemble des Allemands de toute origine, que ça commence au Frioul et ça va jusqu'en Saxe, qui viennent à Venise chercher un travail et s'installer, et qui souvent s'installent dans des paroisses dans lesquelles le curé est souvent d'origine lui-même allemande. On voit très bien comment fonctionne le système de ce que nous appelons aujourd'hui la migration, et qui est en fait l'exil volontaire, la recherche d'un travail qui permet de vivre, avec ensuite la volonté de s'installer et de devenir vénitien. Alors, ceux qui sont devenus vénitiens, on les rencontre. Ceux qui ne sont pas devenus vénitiens, on les rencontre aussi, car ceux qui s'installent d'abord à Venise sont à Canareggi, au nord de Venise, et ils savent qu'ils n'entreront peut-être jamais au Rialto. Donc, on voit qu'ils ont des emplois qui sont des emplois de la vie quotidienne. Ils déchargent des marchandises, ils travaillent sur des bateaux, etc. Et finalement, n'arrivant pas à s'installer à Venise, ils épousent une Frioulane ou une Dalmate, et ils vont s'installer hors de Venise, par exemple à Trévise, qui n'est pas loin. Voilà, ce sont des gens qui sont refusés. Donc c'est intéressant de voir qu'il y a à la fois ceux qui ont réussi à s'installer et ceux qui ont été refusés. Et donc ça me fait toujours penser à tous ces milliers de gens qui sont morts en Méditerranée et dont on ne saura jamais rien. De la même façon, on ne saura jamais rien de tous les Allemands qui ont tenté de s'installer à Venise et qui n'ont pas réussi. C'est vrai que c'est à des voyages, je le dis au pluriel, que vous nous invitez, Philippe Brotzstein, comme vous dites, ceux qui ont abouti et se sont installés à Venise, ceux qui sont restés plus au loin. Ce voyage, vous le dites vous-même, c'est aussi le vôtre, puisque cela a trait à votre histoire personnelle et vous faites le lien entre cette histoire personnelle et cette histoire sur laquelle vous travaillez. Nous avons parlé des œuvres passées, mais vous êtes encore en train de faire des recherches, et c'est vrai que cet intérêt pour le voyage de la famille et de votre famille, cette fois, est au centre de vos préoccupations. Oui, j'ai terminé. Le dernier livre que j'ai écrit est l'histoire d'un ambassadeur vénitien qui, dans les années 1503-1506, à la cour de Maximilien puis à la cour de Louis XII, apporte une vision extraordinairement précise de ce que c'est que la géopolitique quand elle est vue par quelqu'un qui essaye d'observer au plus près les acteurs de l'histoire. Et lui, il donne un portrait de Louis XII que j'ai trouvé absolument extraordinaire et passionnant, et que certainement personne d'autre à l'époque n'a vu d'aussi près. Mais personnellement, j'ai en effet la chance d'avoir des quantités de photos et de correspondances du XIXe siècle, et je peux reconstituer en effet ce que représentent les années 1900, en somme, grâce aux documents familiaux. Et les documents familiaux qui font apparaître des figures tout à fait étonnantes, celles de mon grand-père paternel ou de ma grand-mère maternelle, qui sont, je les appelle des aventuriers, c'est-à-dire des gens qui ont abandonné, en somme, tout ce qu'il y avait de plus certain, de plus sûr dans leur vie, dans leur histoire, dans l'histoire familiale, pour essayer de faire quelque chose de neuf, inventer quelque chose de neuf. Et donc c'est ça qui m'anime aujourd'hui. Je vois comment, en travaillant sur ces figures, je peux en même temps travailler sur la société qui les entourait.
Les années 1900, pour moi, c'est une manière pour moi, assez tardivement dans ma carrière, de voir ce que le monde contemporain, comment le monde contemporain est sorti, il y a 2 siècles à peine, de ce que représentaient ces années qui sont en somme une espèce de préhistoire du monde d'aujourd'hui. Et vous parliez de figures. Ces éclats de vie, on les retrouve aussi dans un petit cadeau qui vous a été fait il y a quelques années, Brève d'histoire, paru aux publications de la Sorbonne. Autant Les Allemands à Venise est un gros et grand livre de presque 1 millier de pages. Brève d'histoire, c'est un tout petit format de petite épaisseur, mais qui contient des éclats sur des vies qui ont été retrouvées par des collègues, des amis, des anciens étudiants à vous, et qu'ils ont mis ensemble. Je sais que c'est un petit livre, mais que vous y tenez beaucoup. Qu'est-ce que ça a représenté pour vous de recevoir cet objet? Ah ben c'est un cadeau merveilleux parce que nous avons tous, comme historiens, en somme, mis de côté un certain nombre, comme vous dites, des éclats, c'est-à-dire des choses dont on ne voit pas au premier abord comment on peut les intégrer dans des travaux que nous sommes en train de faire. On se dit, on verra ça plus tard. Puis finalement, plus tard, on n'en fait rien. Donc nous avons tous ces petits morceaux d'histoire personnelle. Ce sont souvent des phrases, des mots qui échappent, en somme, à l'histoire telle qu'elle se fait et qui méritent, malgré tout, d'être repris ensemble. Donc là, j'ai une espèce de collection de mots qui viennent de Florence, qui viennent d'Augsbourg, qui viennent de Soissons, qui viennent de Dijon, et qui tous ensemble représentent, en somme, tout le labeur, en somme, de mes amis et collègues qui, comme moi, ont retrouvé sous ces éclats. Voilà. C'est quelque chose qui fait partie, en somme, de mon histoire, et j'en suis très, très touché. Pour terminer, Philippe Bronstein, nous serions heureux de vous entendre nous parler encore d'artisanat, mais cette fois non pas sous le sol, mais de ce qui s'érige et ce qui sourd hors du sol, à savoir la construction à Milan du Dôme, sur le fonds d'archives duquel vous avez travaillé. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette approche des archives dans le contexte de la construction de ce bâtiment? On a la chance, en effet, avec le Dôme de Milan, d'avoir une comptabilité entièrement conservée depuis la création, depuis les premiers instants de la création de cette énorme entreprise, 1487. C'est-à-dire que sur toutes les cathédrales qui ont été construites en Europe, on n'a aucune source écrite. C'est la seule édifice de style gothique, tel qu'il a été voulu par ses promoteurs, sur lequel on a la chance d'avoir comptabilité jour par jour pendant plusieurs siècles. Donc, on peut voir, par exemple, à la fin de chaque semaine, comment sont rémunérés tous les gens qui ont travaillé pendant la semaine. Donc, alors, on a les noms de tous les ouvriers, on sait exactement d'où ils viennent, on sait exactement combien d'heures ils ont travaillé, on sait s'ils ont été malades, on sait s'ils ont tombé d'une échelle, on sait tout sur la vie quotidienne, en somme, d'un grand chantier. Ce grand chantier, il commence dans la montagne, au moment où on fait tomber les pierres et on les transporte sur des radeaux, puis ensuite sur les fleuves jusqu'à Vinan, et comment ensuite on essaye de construire un grand édifice au cœur de la ville sur des lieux qui ont été autrefois des lieux déjà largement utilisés depuis l'époque romaine. On commence par détruire en somme tout ce qui est là pour réutiliser tout ce qui va être recyclé comme pierre, comme fragments, etc. pour la future église. C'est absolument extraordinaire. Alors on voit comment le duc de Milan essaye d'entrer dans cette entreprise et d'en faire un espèce de joyau à la gloire de sa famille et de son héritage. Et comment la ville fait tout pour le reculer, pour le refuser et l'obliger à s'installer ailleurs. Donc c'est une entreprise passionnante parce que tout ce qu'elle apporte sur l'histoire du travail réglé, puisque c'est les débuts de l'horloge mécanique aussi sur les grands chantiers. C'est plus seulement le bruit que l'on fait avec la trompe pour indiquer le début et la fin du travail, c'est l'horloge qui est sur les chantiers. C'est absolument passionnant. Donc c'est un travail que j'ai trouvé tout à fait extraordinaire pour montrer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que sur la conception même de l'ouvrage, les ingénieurs qui viennent de toute l'Europe pour donner des conseils aux Milanais sont tous refusés les uns après les autres. Et en particulier un personnage qui s'appelle Mignot,
qui est un personnage dont on ne sait rien, sinon qu'il est français, qu'il a des gants pour montrer qu'il ne travaille pas personnellement sur le chantier, qu'il a sa règle et son compas. Et il fait des remarques très insultantes pour les travailleurs qui sont sur place et qui sont les maîtres du chantier. Et il leur dit « Ars sine scientia nihil est ». Tout le travail que vous pouvez faire, si vous n'avez pas la connaissance de ce que représente depuis l'Antiquité le savoir sur la construction, ça ne sert à rien. Et ces gens répondent Aristote a dit Que facta sunt facta per geometriam et per praticam. Tout ce qui a été fait ici, il a été fait par la géométrie, nous en sommes bien d'accord, mais aussi par la pratique. Et nous sommes des gens de la pratique et nous n'avons pas besoin de vos conseils. Donc c'est absolument extraordinaire ce rapport qui a été évident entre ces hommes du travail et les gens qui essayent de leur imposer des règles dont ils ne veulent pas. Entre le savoir et le savoir-faire. Le savoir et le savoir-faire. Je suis entré en contact évidemment avec l'architecte du dôme et sa collaboration à mon travail a été essentielle parce qu'il m'a montré que sous chacun des piliers qui constituent la grande nef de cette église, il y a une pyramide de 15 mètres de profondeur, une pyramide de briques de 15 mètres de profondeur qui va chercher la pierre au fond pour solidifier l'ensemble de la future église. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire qu'on ne peut pas imaginer quand on voit l'église. Elle est construite sur un ensemble de piliers de 15 mètres de profondeur. On retournait dans les souterrains. Et voilà, on retourne dans la profondeur des choses. Oui. Merci beaucoup Philippe Bronstein. Je vous en prie.